Bonjour, nous sommes le vendredi 4 novembre 2022 et l'actualité nous amène ce matin dans le cadre de votre avis-compte du côté de la Guinée-Conakry. Et depuis hier donc, de vastes mouvements se font ressentir du côté de la justice guinéenne. Le ministre de la Justice, Alphonse Tchad-Wright, a donc signé un document, une correspondance envoyée auprès des procureurs, des tribunaux et des cours d'appel, dans lequel il fait savoir d'une demande de poursuite envers notamment des ex-dignitaires du régime d'Alpha Condé, parmi lesquels Alpha Condé. Ceux-ci sont suivis pour des faits de corruption. En effet, on a retrouvé des sommes d'argent dans des comptes, notamment de ces personnalités, des sommes qui en réalité ne devraient pas correspondre à leurs avoirs personnels. Et c'est pratiquement toute une liste, au moins près d'une vingtaine de personnes, entre membres du gouvernement et puis des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des sociétés d'État du côté donc de la Guinée-Conakry. C'est donc une façon pour la justice guinéenne de vouloir exorciser le mal, sinon la gangrène, dans le fait de la malgouvernance. Souvenez-vous qu'il y a quelques semaines de cela, et d'ailleurs le procès est toujours en cours, celui du 28 septembre 2009, faisant donc appel au massacre qui s'était déroulé en termes notamment d'une prise de pouvoir grâce donc à un groupe militaire ou militaire géré en ce temps-là par le capitaine de l'époque, Dadis Camara. La volonté de l'actuel gouvernement guinéen de remettre les pendules à l'heure. Et jusqu'à ce niveau aussi, Alphonse Tchad-Wright, le ministre de la Justice guinéenne, on l'a vu dans des sorties pas mal où il interpellait et faisait une mise en garde des uns et des autres à respecter bien entendu la loi, ou sinon tout ce qui serait en termes notamment de procédure judiciaire du côté de la Guinée-Conakry. Guinée-Conakry donc, poursuite d'Alpha Condé et des ex-dignitaires de ce côté. La justice guinéenne s'engage-t-elle à exorciser le mal? Voilà la thématique de votre avis-compte, donc l'édition de ce jour. Bienvenue à toutes et à tous. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Avec nous pour tenter de comprendre cette actualité guinéenne, nous sommes en compagnie de Souleymane Hamzat, consultant en problématique du terrorisme et spécialisé en questions de protection et de sécurité depuis Cotonou au Bénin. Ça nous donne l'occasion d'ailleurs de dire bonjour également à tous ceux-là qui nous suivent du côté de Porto Novo, à Parakou, à Bomé et un peu partout du côté donc du pays. Souleymane Hamzat, bonjour. Bonjour, cher frère Florent Waha. Merci à vous une fois de plus de m'inviter sur des thématiques aussi pointues. Merci de penser à cette jeunesse-là qui est, n'est-ce pas, qui a soif d'information et qui, de par toute l'Afrique, vous suivent. Je voudrais aussi saluer au passage les techniciens, n'est-ce pas, grâce auxquels nous sommes vus aux quatre coins du globe. Bravo à eux. Bonjour au PDG de la chaîne et à toute son administration. Bonjour à la galaxie patriotique panafricaine et bonjour à l'Afrique. Merci à vous, Souleymane Hamzat, toujours d'être à nos côtés pour échanger sur l'actualité africaine et panafricaine, panafricaniste. Nous rendons aujourd'hui du côté de la Guinée-Conakry. Nous sommes juste à quelques semaines, Souleymane Hamzat, où le procès du massacre du 28 septembre s'est ouvert du côté donc du nouveau tribunal, du moins conçu à cet effet, à Conakry. Et aujourd'hui, nous parlons notamment des faits de poursuite judiciaire à l'encontre notamment du président Alpha Condé et de certains collaborateurs du gouvernement ainsi que des anciens directeurs généraux adjoints des sociétés étatiques au Cameroun. Souleymane Hamzat, un regard notamment sur l'actualité guinéenne au regard justement de ces deux éléments que nous avons soulignés. Déjà, il faudrait en premier saluer, n'est-ce pas, le réveil de la justice guinéenne. En ce sens-là,
que, vous voyez, il arrive souvent que des problèmes liés à la gestion de la cité, en l'occurrence des détournements de deniers publics, des infractions, n'est-ce pas, multiples, multiformes, des violations dont nous ne faisons pas cas ici, se produisent sous certains régimes et restent impunis. La Guinée du colonel Mamadi Doumbouya est en train de nous donner une leçon. Une leçon, celle-là, de rendre justice aux justiciers, aux justiciables. Vous voyez, de par mon observation, je me rends compte que le président, l'ancien président Alpha Condé, d'ailleurs, à qui la presse internationale, souvenez-vous cette interview de RFI, des journalistes de RFI et de France 24, qui insistaient sur la tenue de ce procès-là, surtout celui du 28 septembre, là, qui d'ailleurs a emporté dans ses flots beaucoup de Guinéens. Il y a eu des massacres au stade du 28 septembre, il y a eu des viols, n'est-ce pas, à tout voir, et voilà que ce régime-là, actuellement, a décidé de rendre justice, n'est-ce pas, aux Guinéens. Il ne faut pas oublier, dans un État qui se veut sérieux, la justice est le paradoxe principal, n'est-ce pas, de la quiétude dans tout pays. Sans justice, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de bonne gouvernance. Et aller toucher au point sensible tel que le procès du 28 septembre et bientôt celle dont nous débattrons sur votre plateau, à savoir le détournement de deniers publics, le faux usage de faux en écriture, etc., prouve à suffisance que le régime du colonel Mamadi Doumbouya s'inscrit, n'est-ce pas, dans cette droite ligne-là, n'est-ce pas, de faire le job d'une part, de rendre justice d'autre part, et de donner leçon à ceux-là qui pensent d'ailleurs qu'ils sont des intouchables. Il y en a plein dans la sous-région, n'est-ce pas, qui pensent que, voilà, contrairement à rendre justice au peuple, ils se rendent justice à eux-mêmes. Je pense qu'ils devraient avoir un droit de regard sur ce qui se passe du côté de la Guinée. Merci donc à vous pour ce premier regard. Et parmi donc le droit de regard, il y a celui qui n'était certainement pas attendu parce que le procès des massacres du 28 septembre a été certainement très attendu des uns et des autres, mais l'on ne pouvait pas imaginer, Souleymane Hamzat, qu'aujourd'hui nous parlions donc des faits de poursuite judiciaire vis-à-vis donc de ceux-là qui ont eu à diriger le pays. D'abord, l'ancien chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Il y a également l'ex-premier ministre, le ministre directeur du cabinet civil à la présidence de la République, le ministre des Finances. Ils sont tellement nombreux, d'abord qui sont des ministres. Par la suite, il y a également des anciens directeurs généraux ou encore des adjoints, notamment à la douane. Il y a le directeur général et puis son adjoint. Il y a notamment le responsable du projet du fonds routier de la Guinée, son épouse, 2 de ses enfants qui sont également impliqués dans ces questions de faits de corruption et de détournement. Souleymane Hamzat, je disais donc que ce n'était pas attendu des uns et des autres et du grand public. Est-ce que, à travers notamment cette action judiciaire, cette procédure judiciaire qui est en cours de ce côté, la Guinée est en train de démontrer aux yeux du monde que nul n'est au-dessus de la loi et que, comparativement à ce que l'on pouvait penser, dans les pays subsahariens ou d'Afrique subsaharienne, on peut arriver déjà à un niveau où l'on interpellera notamment ceux-là qui, à un moment donné, avaient le pouvoir et qui continuent toujours d'avoir une certaine influence sur les affaires de la cité. N'est-ce pas un grand coup? Sans aucun doute, la Guinée est en train de prouver à la face du monde que nul n'est au-dessus de la loi. Et je vois que malgré toutes les opportunités qui ont été offertes, n'est-ce pas, au président Alpha Condé d'aller se soigner librement au lieu de son choix, n'est-ce pas, n'empêche, n'est-ce pas, que la justice se fasse. Mais il faut saluer ici la décision politique. C'est une décision politique
qui permet, n'est-ce pas, ce genre de choses. Et d'autre part, la témérité du ministre de la Justice guinéenne. Voilà un personnage, n'est-ce pas, que nous découvrons depuis le début de cette transition, qui, à tout point de vue, remet chacun à sa place. Je vais vous citer un exemple pour vous dire que le commandant supérieur de la gendarmerie, au début de la transition, avait procédé à un certain nombre d'arrestations. Ces éléments, au lieu d'être remis aux mains de la justice, ont été déportés dans des camps. Comme cela se faisait d'ailleurs sous le régime du capitaine Moussa Dadis Camara. Le ministre de la Justice est monté au créneau pour remettre à sa place, n'est-ce pas, le haut commandement de la gendarmerie. À vous de commettre des arrestations, mais à moi de faire mon job. Et je suis le ministre de la Justice, vous restez à tout point de vue des auxiliaires de justice. Donc voilà un monsieur qui, dans sa témérité, n'est-ce pas, dans la droite ligne de ce que doit représenter une justice valable, est en train de faire un boulot parfait. Mais mieux, ils se sont permis aussi, n'est-ce pas, de construire des tribunaux, de mettre à disposition du peuple guinéen, n'est-ce pas, les infrastructures judiciaires qu'il faut pour juger sur le sol guinéen et non à l'extérieur, comme certains se plaisent à le faire, n'est-ce pas, les compatriotes qui auraient commis des délits. Bon, vous voyez là déjà que le gouvernement guinéen actuel s'inscrit dans cette droite ligne-là, n'est-ce pas, d'apporter la justice. Et vous savez que sans justice, il n'y a que le bordel qui s'installe. Permettez-moi le mot, il est un peu fort, mais c'est de ça qu'il s'agit. Alors, allons saluer là la témérité politique, la décision politique du colonel Mamadou Doumbouya, n'est-ce pas, de refaire sortir des cendres tout ce qui est resté comme impuni, d'une part, de prouver à la face du monde qu'on peut occuper des fonctions hautement politiques et ne pas demeurer un intouchable, d'autre part, et en troisième position, permettre au peuple et aux citoyens qui ont été brimés à des niveaux donnés, n'est-ce pas, de faire confiance à la justice de leur pays. Avant toutefois de venir parler notamment de cet homme qui a la manœuvre directement de l'appareil gouvernant, le ministre de la Justice, Alphonse Wright, parlons de ces faits. Le professeur Alpha Condé et ainsi que l'ensemble des personnes. Aujourd'hui, on a certainement fait une découverte, bien des enquêtes, selon bien sûr la correspondance que le ministre a envoyée auprès des procureurs des tribunaux et puis des cours d'appel. Faits de corruption, enrichissement illicite, faux écriture, du moins tous ces éléments, des termes judiciaires qui mettent donc à mal ces populations. On comprend donc aujourd'hui, il y a dans la volonté politique du colonel Mamadi Doumbouya, qu'il soulignait la question de l'assainissement de la malgouvernance, vous avez évoqué ça tout à l'heure, mais avec cette sortie, cela vise davantage à démontrer, tel que nous avons évoqué, une question d'exorcisation du mal profond qui vivent notamment les populations, ou sinon la Guinée tout entière. Non seulement la Guinée tout entière, mais l'Afrique en général. Vous savez que nos pays, la plupart de nos pays sont gangrénés par la corruption. C'est un phénomène qui devient normal pour certains qui sont aux affaires, mais qui pour nous autres, de loin, demeure anormal, puisqu'il s'agit de nos impôts, il s'agit de l'argent du contribuable qu'il faudra gérer dans les règles de l'art. Mais allons constater sur des comptes qu'il y a des centaines de milliards de francs qui se retrouvent, mais alors que le monsieur ou la dame ne gagne que, je ne sais pas, quelques petits milliers de sous, ben, il faudra vraiment s'interroger sur la provenance de ces sous. Et vous l'avez si bien dit, il y a comme fait cité, n'est-ce pas, des faits de corruption, d'enrichissement illicite, de blanchiment d'argent, de faux et usage de faux en écriture, de détournement de deniers publics et j'en passe. Donc vous voyez,
les faits sont assez graves. Et pour ceux qui ont l'habitude, n'est-ce pas, ou ceux qui sont souvent nommés à des postes de responsabilité, surtout financiers, ben écoutez, le procès qui va s'ouvrir bientôt sur la Guinée, sur les points d'accusation qu'on vient de citer tantôt, devrait attirer leur attention sur le fait que, ben écoutez, vous commettez une erreur, cela ne devrait pas rester impuni. Et partant, c'est une leçon pour les dirigeants qui se croient tout permis, qui pensent que, bon, voilà, le pays, il est à moi, j'en fais ce que je veux, je mets les membres de ma famille, mes amis, on organise, n'est-ce pas, une gestion de copinage qui, n'est-ce pas, plonge d'une part le peuple dans la misère et d'autre part ne permet pas à l'économie de se porter bien. Il faut bien sûr que ces gens-là répondent, que ce soit tôt ou que ce soit tard, qu'ils répondent devant la justice. Et je voudrais saluer encore une fois de plus l'initiative politique qui a conduit à la tenue du premier procès qui est en cours, à savoir celui du 28 septembre, et du second procès qui va bientôt s'ouvrir sur les détournements multiples et multiformes qu'ont connu la Guinée. La deuxième salutation, c'est le fait de doter la Guinée, n'est-ce pas, d'infrastructures qui permettent de juger sur le sol guinéen les citoyens guinéens. Puisque nous, et moi particulièrement, y compris les membres de la galaxie patriotique panafricaine, vous savez que par rapport au procès Laurent Gbagbo, nous avons une très mauvaise, n'est-ce pas, impression et image de la justice internationale. Ce qui fait que nous recommandons d'ailleurs à tous les États, quels qu'ils soient, africains en particulier, de se doter de juridictions viables, de faire former, n'est-ce pas, des cadres, des magistrats, des juges, des assesseurs, tout ce qui concerne l'appareil judiciaire, et tous les membres de l'appareil judiciaire, de leur donner une certaine connaissance, un savoir-faire pour permettre que justice soit rendue aux citoyens. Revenons donc maintenant à cette liste parce qu'il y a d'autres questions qui de fond se soulèvent. On a dit qu'on va évoquer le cas du ministre de la Justice, parler même notamment de ces faits de corruption, de blanchiment d'argent dans l'Afrique de manière générale, beaucoup plus en Afrique subsaharienne où cela se passe. Mais le cas précis de la Guinée, la liste que nous avons sur le Manamzat, ils sont près de 33 personnes, 42 personnalités donc qui ont été signées. Quand vous vous rendez compte que du haut du sommet de l'État, on a du président de la République jusqu'au niveau, par exemple, du conseiller à la présidence de la République, des ministres qui y sont. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a un certain copinage dans la gestion financière. Comment comprendre donc que le chef de l'État se met dans une sorte de coaction avec ses ministres? Est-ce qu'il volait à part, disons ça comme ça de manière très claire, volait-il à part ou bien volait-il justement dans cette forme de coaction avec ses ministres où chacun cherchait par exemple son petit bout, le cas par exemple du directeur du fonds routier qui lui a associé non seulement son compte à lui, celui de sa femme, 2 de ses enfants qui aujourd'hui se retrouvent être gelés, le directeur général des douanes, son adjoint et plein d'autres personnes. Comment est-ce qu'on peut tenter de comprendre cette forme de détournement de fonds, d'enrichissement illicite et de ces faits de corruption du sommet de l'État avec jusqu'au bas de cette échelle-là? Cher frère, pour avoir interrogé, n'est-ce pas, quelqu'un qui est dans le milieu de la finance et de la gestion financière de l'État, il m'est revenu que d'après l'expérience de ceux qui occupent ces genres de postes, le copinage semble être la voie privilégiée pour faire disparaître un certain nombre de dossiers. Ça veut dire que si en cas de détournement, il était avéré qu'il y a des cas de corruption, de détournement, voilà, ben, si je plonge, vous plongez avec. Eh bien, on pense mettre en place une structure qui est familière, alors que l'État n'est pas une entreprise familière. L'État, c'est une structure dans laquelle tous les citoyens, n'est-ce pas, honnêtes, je dis bien honnêtes, doivent participer.
pour, n'est-ce pas, le mieux-être de la nation et partant pour le développement du pays. Mais il s'avère que certains en font un truc familial dans lequel vous voyez les copines, les copains, les cousins, voilà, le grand frère du neveu, du machin, etc., etc. Ce qui embourbe et met en déliquescence totale, n'est-ce pas, l'orthodoxie financière même en matière de gestion des deniers publics. Il est à regretter que cette manière de faire n'arrange pas, n'est-ce pas, la cité, d'une part, mais finit toujours devant les tribunaux. Et c'est là où j'attire un peu l'attention de ceux qui sont aux affaires pour leur faire comprendre que quelle qu'en soit la manière, quelle qu'en soit la personne avec laquelle vous serez à coquiner pour ce genre de malversation, mais ça finit toujours par se savoir. Ça sort toujours. Tôt ou tard, ce que vous avez fait dans les ténèbres réapparaîtra à la lumière. Et d'ailleurs, me vient à l'idée un passage de la Bible qui dit, et je vous cite Luc 12, versets 2 à 3, il n'est de secret qui ne doit être connu, ni de vérité qui ne doit être entendu. Ce que vous aurez fait dans les ténèbres apparaîtront à la lumière. Donc, vous voyez, tôt ou tard, ce que vous faites, ça ressurgit. Si ce régime qui vous succède ne s'en prend pas à vous, mais il y en aura un plus tard sur lequel vous serez interpellé. Alors, raison de plus pour faire les choses, non seulement en toute clarté, gérer les deniers publics qui vous ont donnés en toute sérénité, soit en toute clarté et en toute responsabilité. Éviter de tomber dans les travers de peur de vous retrouver un jour devant des tribunaux. Surtout pour des gens, vous voyez, la liste elle est longue, je l'ai ici sous la main. Vous avez toute une pléthore de ministres, de députés, d'ex-députés, d'ambassadrices, etc. C'est une corruption généralisée. Et franchement, pour des investisseurs qui viennent dans votre pays, c'est vrai, il faudrait qu'ils réfléchissent pas 40 fois avant d'amener un copec. Parce que moi, je n'envoie pas mon argent dans un pays où il y a une corruption. C'est-à-dire que la corruption est dans ce cadre-là érigée en système de gestion. Et c'est grave pour l'État quand c'est comme ça. Heureusement que la Guinée est un autre scandale géologique, n'est-ce pas, dans lequel vous avez tous les minerais. Donc, il y a assez d'argent dans ce pays-là qui puisse permettre aux Guinéens de vivre bien. Mais du fait de la mauvaise gestion des cadres et des dirigeants, voilà, on se retrouve maintenant devant les tribunaux pour répondre. C'est dommage qu'on ait des cadres mal formés ou des cadres trop ambitieux. Vous êtes payé pour un travail que vous faites, mais contentez-vous de votre salaire. Et surtout, là dit quelqu'un, je veux citer le président Laurent Gbagbo, quand vous rentrez en politique, vous ne pouvez pas vous enrichir là-bas, en politique. Si vous le faites, certainement qu'un jour, ça va vous rattrapera. Ça vous rattrapera du moins. Souleymane Hamzat, pour rester sur cette question, vous avez parlé tout à l'heure qu'on tente de mettre sur pied une certaine machine parfois familiale, pensant que l'on peut pouvoir y arriver. On voudrait certainement comprendre, puisque la question, c'est la Guinée qui est aujourd'hui, mais c'est le propre notamment des pays africains. Souleymane Hamzat, c'est justement question de détournement d'argent et autres. S'effectue notamment dans quel cadre? Lors du vote des budgets, lors des missions ou par exemple au Cameroun, on a eu à trouver quelqu'un qui dit avoir fait près de 600 jours de mission, alors que l'année a par exemple 365 jours. Quand elle devient un peu plus, c'est une année bissextile. Concrètement, les éléments, les mobiles dans cette question d'enrichissement, on vous pose la question parce que vous avez côtoyé notamment les plus hautes personnalités des États, et vous avez certainement une idée lorsque vous arriviez souvent à appréhender les malveillants ou sinon ces différentes formes de cancérigènes. Oui, la corruption est un phénomène endémique. Qui est multiple et multiforme.
Je prends le cas de la passation des marchés. Et restons là pour le moment. Vous allez remarquer qu'il y a une méthodologie qui répond à l'attribution d'un marché. Mais à partir du moment où, dans ma position de chef d'État, je prends mon téléphone pour imposer au ministre que ce soit telle ou telle entreprise qui prenne le marché, mais souffrez que derrière se cache certainement ce qu'on appelle les 10%. C'est-à-dire que, bon voilà, je vous donne le marché, mais sachez que vous me redevez, n'est-ce pas, une certaine somme de capital, n'est-ce pas, d'investissement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'on appelle les dessous de table. C'est-à-dire que, bon, pour que le dossier avance plus vite, ben écoutez, oui, le ministre, il est en voyage, oui, le patron n'a pas encore signé, etc., etc. On se retrouve dans une position où on est obligé de soudoyer le cadre qui, d'ailleurs, est payé à faire le boulot dans les règles de l'art pour permettre à ce que le dossier aille dans une vitesse un peu plus de croisière. Mais un troisième cas, il y a maintenant que il faut penser à corrompre toute l'administration pour rester dans le carnaval, n'est-ce pas, d'attribution des marchés, même si parfois vous n'êtes pas soumissionnaire. C'est-à-dire qu'il y a un marché, il y a telle entreprise qui doit soumissionner, les plis sont envoyés, etc., etc. Mais on se rend compte qu'il y a même des entreprises qui ne sont pas soumissionnaires, mais qui gagnent les marchés. Et partant, arrose toute la hiérarchie et permet à ce que, voilà, sa société passe en première. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de cas. Maintenant, quand je vous parlais tantôt de familiarité au niveau de la gestion, je ne suis pas contre, n'est-ce pas, qu'un chef d'État nomme un parent, soit-il compétent, n'est-ce pas, à un poste de responsabilité. Ça, j'ai rien à y voir et je ne suis pas du tout contre. N'est-ce pas, à partir du moment où il est capable de faire le job, mais oui, on peut lui confier ses responsabilités. Mais vous voyez, ce qui blesse dans ce cadre-là, c'est le lien de familiarité, d'ailleurs, qui ne répond pas au contexte, n'est-ce pas, de financement en ce qui concerne les attributions de marché, puisqu'on voit en cela du favoritisme. Ah oui, c'est parce qu'il est le neveu du président. Ah non, c'est parce que c'est le frère du ministre, c'est le cousin du directeur général que le marché lui a été attribué. Même si il était dans les règles, n'est-ce pas, il était dans la parfaite ligne, n'est-ce pas, d'attribution de ce marché. Ouais, le phénomène, il est multiple et multiforme. Et il ne faut pas oublier que dans le cadre de la corruption internationale, il y en a d'autres qui sont assis ailleurs, que nous appelons souvent les télécommandes, qui viennent, n'est-ce pas, soudoyer ou qui de loin, par personne interposée, soudoient, n'est-ce pas, une entreprise, un ministre, un cadre haut placé, pour changer même les chiffres ou bien même parfois même changer votre dossier. Ouais, ou copier le dossier des autres qui sont mis, ceux qui ont l'habitude de gagner là, ben on copie le montant, on copie l'algorithme, tout ça, et puis on le met sur la table, ce qui crée parfois des confusions au niveau du choix des entreprises. Mais à mon avis, le ministère de l'économie et des finances devait avoir, n'est-ce pas, une cellule, n'est-ce pas, qui veille disons, une cellule qui veille, n'est-ce pas, à surveiller, n'est-ce pas, la passation des marchés d'une part, mais l'État au plus haut niveau, je veux dire au niveau du chef de l'État, il devait avoir normalement une cellule au niveau de la présidence aussi qui veille à l'application conséquente de la passation des marchés. Donc, ça, c'est au niveau de la passation des marchés. Mais allons au niveau des commandes. Quand l'État passe une commande, par exemple, qui est extérieure, mais elle ne passe pas le biais de qui? Souvent par le biais des amis. C'est une forme de corruption aussi qui est liée à l'amitié. Bon, j'ai mon ami qui travaille à la tax force ou bien à la société telle. Bon, écoute, je lui passe un coup de fil, essaye de me voir les prix au niveau le plus bas pour que je puisse avoir de l'argent pour faire ma prochaine campagne présidentielle, par exemple. Ce sont des cas de corruption avérés
qui gangrène toute l'Afrique et qui fait en sorte que l'État ne se tient pas debout. Et enfin, mais il y a d'autres qui sont des corrompus de nature. Mais ils ont la corruption dans la tête, dans la peau, dans le sang, dans les os. Ils ne vivent que par la corruption. Du fait de quoi? D'une ambition purement démesurée. On voit que le voisin a une maison, n'est-ce pas, 4 étages, on veut faire comme lui, on n'en a pas les moyens. Au lieu de multiplier des entreprises pour gagner des marchés de manière honnête, non, on pense que, bon, en étant dans la cellule de passation des marchés, par exemple, il faut corrompre la plupart de ceux qui sont là, avoir les deniers, et c'est comme ça que vous voyez pousser des immeubles partout. Vous voyez un petit cadre de l'administration, mais qui a des immeubles, je ne vous dis pas, on se croit à Hollywood, n'est-ce pas? Et vous voyez, la corruption, elle est multiple et multiforme. Ailleurs, on appelle ça des détournements des deniers publics. Ici, on appelle ça du vol ou bien des détournements de fonds, disons, comment ils appellent ça déjà? Il y a même un terme un peu plus particulier, et ça va me revenir. Donc, c'est triste de constater que nos cadres refusent, n'est-ce pas, la droiture. Mais attention, il ne faut pas qu'accuser aussi les cadres. Est-ce que l'État met à la disposition de ces cadres-là les moyens adéquats qui leur permettent de faire le job? Si je suis, par exemple, un docteur en finance, mais il y a un level au niveau financier qui me permet, à la fin de chaque mois, de dire oui, j'ai accompli mon devoir citoyen et j'ai été rétribué à la hauteur, n'est-ce pas, de ma compétence. De ma compétence. Est-ce que c'est le cas? Allez voir les salaires misérables, mais qu'ont les Africains. Comment voulez-vous que les gens travaillent dans des conditions comme ça? Ils sont obligés, parfois, n'est-ce pas, de mettre la main au denier public. Et malheureusement, ceux qui en sont les commanditaires, ils sont là-haut. Ils ne bougent pas. C'est souvent ceux qui sont en bas qui, malheureusement, se retrouvent en prison et parfois même refusent de dénoncer ceux qui les envoient faire ce genre de choses. Donc, il faille qu'on ait des Alphonse Wright, n'est-ce pas, un peu partout dans notre Afrique, et que, partant, les citoyens aussi veillent au même titre que les gouvernants à la gestion des deniers publics. Mais un dernier point pour chuter sur cette question. Le rôle du Parlement dans l'interpellation, n'est-ce pas, du gouvernement quand il s'agit des questions d'actualité liées soit au budget national, à la passation d'un tel marché, à l'acquisition de, je sais pas, des mobiliers, des trucs dont l'État aurait besoin, des véhicules par exemple, pour l'administration, etc., etc. Quel est le rôle du Parlement qui devait normalement veiller à ce genre de choses? Il y a une commission des finances au niveau de l'Assemblée nationale, dans tous les pays, à ce que je sache. Que fait cette commission? Parfois même, c'est elle qui contribue même à la corruption. Ouais, donc, et nous avons vécu ce cas-là au Bénin ici, où c'est qu'on devait construire un siège de l'Assemblée nationale à l'entrée de la ville de Porto-Novo, d'ailleurs, qui est toujours là. Et il y a 14 milliards de nos francs qui se sont envolés jusqu'à là, devant lesquels notre justice reste inerte. Donc, il est question pour nous d'avoir un bon ministre de la justice qui n'est pas là pour les règlements de compte, parce qu'il faut tenir compte aussi de cet aspect, éviter les règlements de compte, mais rendre justice aux justiciables d'une part et éviter à ce que à tous les échelons de la finance étatique qu'il y ait du laisser-aller. Vous évoquez de rendre justice et de la manière la plus clairvoyante. Quelle est la réaction que vous portez suite, bien sûr, à une autre réaction de l'une de ces personnalités citées parmi les 43 aux côtés donc du président Alpha Condé, dont les comptes sont gelés, parce qu'il faudrait souligner que c'est au moins près de 186 personnes jusqu'au niveau des préfets et autres responsables de l'administration guinéenne, mais 43 ont leur compte gelé, parmi lesquels le président
président Alpha Condé. Il y a donc ce dernier, Mamadi Sekoun Kaba, ex-ambassadeur et puis ex-chef de protocole du président ou bien du régime Alpha Condé, qui trouve aujourd'hui que la justice actuelle, ou sinon le gouvernement, le régime de Mamadi Doumbouya est en train de vouloir mettre à mal certaines personnes sous le prétexte parce qu'elles ont été avec le président Alpha Condé, alors que même s'il pourrait avoir des malversations financières, tout le monde ne s'y retrouve pas automatiquement. Ben écoutez, en ce qui concerne le protocole, je vais faire une anecdote. Mon père a occupé les fonctions de protocole d'État à la présidence de la République sous le régime du général Mathieu Kérékou. Lors d'une visite officielle, n'est-ce pas, d'un pays dont je tais le nom ici, à l'issue de la visite, il y a eu des enveloppes qui ont été distribuées à hauteur de 1 500 000, ils étaient au nombre de 6 ou 7, qui ont été distribués aux cadres. Les cadres du protocole d'État, proches du président de la République. Déjà, que vise ce genre de corruption? Est-ce que vous qui recevez ce genre d'enveloppe, vous serez en mesure demain de ne pas vendre, par exemple, des secrets d'État? Et sur la liste, ils étaient deux à rendre compte par écrit au chef de l'État, comme quoi, ayant reçu ce genre d'argent. Lors d'un conseil des ministres, on a vu des têtes sauter, sans comprendre pourquoi ces têtes-là ont été sautées. Et c'est plus tard, dans des justifications, que le président aurait porté à l'attention, n'est-ce pas, de ses ministres et membres du gouvernement, que voilà, lors d'un passage, voilà, il s'est passé telle chose. Mais tel et tel m'ont rendu compte. Donc, du fait que les deux ont été épargnés, cela a attiré l'attention. C'est vous dire quoi? Vous voyez à quel point la corruption, elle est généralisée. Ça, c'est en ce qui concerne le protocole. Mais prenons un domaine comme le domaine de la douane. Mais si vous allez là-bas, vous allez écrire des tomes sur la corruption. Il y a des dessous de table, il y a des faux en écriture, on vous sort des quittances qui ne sont pas des quittances, mais c'est grave. Et partant, la douane étant le poumon de l'économie nationale de la plupart de nos États en Afrique, mais c'est un secteur sur lequel on doit avoir, n'est-ce pas, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais il doit y avoir une machine bien huilée en termes de lutte contre la corruption. Et dans le cadre de mon pays, on a une organisation non gouvernementale dirigée par un monsieur nommé Jean-Baptiste Elias, et qui fait un travail mais de titan, où c'est que tous les dossiers de corruption sont mis sur la table de la justice et présentés même en copie et en ampliation au président de la République, quitte à ce que la décision, n'est-ce pas, politique soit prise, et surtout que le ministre de la Justice prenne ses responsabilités. Et c'est en cela, je dis, il faut saluer le ministre de la Justice qui est en ce qui concerne la justice. Si le président même passe le travail, je fais avec le colonel du haut commandant de la gendarmerie, je pense que c'était un signe pour tous les Guinéens corrompus. Et vous voyez la liste. C'est extrêmement gravissime. Ce que nous voyons là sous les yeux, c'est dans tous les corps de métier, à tous la policière, le recommandant de la gendarmerie, de l'armée, tout y est dans cette tentative de corruption. C'est dire quoi? C'est dire que le pays était très mal géré. Le ministre de sa trompe réveiller ce genre de dossier pour permettre aux citoyens lambda de justifier d'ailleurs l'action du coup d'État du colonel Mamadi Doumbouya qui est corruption. Et prenons un cas partant, allons du côté du Burkina Faso,
pour comprendre dans le cadre, n'est-ce pas, d'achat d'armement et autres au niveau de l'armée, il a été dit qu'on achetait même des gilets pare-balles qui n'en étaient pas. Comment on peut arriver à ce stade de corruption? Vous voyez, c'est grave ce que nous avons comme corruption en Afrique, mais n'oublions pas, nous l'avons appris quelque part. Soi-disant, votre d'université occidentale, c'est eux qui nous apprennent la corruption. D'ailleurs, c'est eux qui, au travers du même billet là, ce billet maudit du franc CFA à n'importe quel type de niveau de montant qui pourrait permettre, n'est-ce pas, que se gère dans les ténèbres. Il faut que ça s'arrête. Suleiman Mzad, pour sortir, nous avons un moins de 5 minutes. Un mot vraiment sur celui qu'on appelle l'énigmatique ministre de la Justice guinéenne, un magistrat certainement de haut vol, mais qui pour certains est comme une sorte d'électron libre. Souvenez-vous, le 29 mars 2022, il avait été suspendu pour ses fonctions, après notamment quelques éléments qui étaient de mésentente du côté donc, de son affaire judiciaire, à la personne notamment avec Omaro Silla sur cette affaire. Et aujourd'hui, depuis le 6 avril 2022, Alphonse Charles Wright est donc désormais l'homme intrépide de la justice guinéenne, le bras séculier, le garde des sceaux, non seulement de la Guinée, mais l'homme sur qui le président Mamadi Doumbouya compte dans la lecture des faits judiciaires en République de Guinée-Conakry. Sur ce personnage, je pense qu'il nous en faut des milliers. Il faut des Alphonse Bright, il nous en faut en quantité. Et en qui fait son job, mais il reste dans le cadre et surtout dans les limites de cet attribut. D'une froideur à une autre pareille, mais qui dans le cadre de la justice ne se laisse pas marcher dessus. Et vous comprendrez que nos États ont besoin de personnages de ce genre pour faire un n'est-ce pas, à notre mental, n'est-ce pas, que le dernier public n'est pas une affaire de famille, le dernier public ne doit pas être géré de manière... Le public doit rester... Suleiman Hamzat, la connexion pour cette fin d'émission n'est pas en train de nous permettre de pouvoir continuer, mais l'essentiel a été dit. On voulait tout simplement avoir un regard sur le ministre de la Justice guinéenne, Alphonse Charles Wright, qui a donc eu à défier le colonel Bala Samoura, est devenu donc un personnage énigmatique et d'ailleurs très médiatisé depuis l'acquittement donc d'Oumar Silla, alias Fonike Mengue, l'homme qui fait en sorte que la justice soit établie du côté de la Guinée-Conakry aujourd'hui. C'est magistrat de profession et puis de fonction. Et depuis, justement, il agit depuis fort longtemps, pratiquement 2017-2018, en tant que tel. Et il fait donc des hommes sur qui le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne, a su jeter son regard pour agir. Mesdames, Messieurs, nous mettons un terme à ce rendez-vous de votre avis compte, édition de ce 4 novembre 2022. Au plaisir de pouvoir se retrouver demain, si plaît à Dieu, pour votre avis compte, le grand format du samedi. Prenez rendez-vous derrière tout à l'heure avec le programme On remue l'actu. Emamoto, Kouchou et puis Koumabité seront du rendez-vous. Nous aurons le plaisir d'être ensemble pour le compte de l'info à chaud. Lorsqu'il sera 16h, GMT sur les antennes de For You Media Africa. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision.